Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis le 7 novembre dernier, se déroule à Marrakech, au Maroc, la 22e conférence des États partis sur le climat à 72 heures de la fin de cette rencontre internationale qui se veut la COP des actions. Les chefs d'État africains se sont retrouvés ce mercredi à la faveur du sommet des chefs d'État africains comme souhaité par le roi du Maroc, Mohamed VI. Ces personnalités ont discuté des défis et enjeux d'un développement en Afrique. Eh bien, selon certains analystes, c'est aussi une occasion pour le Maroc de mettre sur le tapis la question de sa réintégration à l'Union africaine. Ce soir, nous vous proposons donc d'analyser ces grands points abordés au cours de ce sommet. Pour cet exercice, j'ai avec moi ce soir deux invités, Stanislas Shedrack Laganfin, journaliste au service de l'information de UNAfrica TV. Bonsoir. Bonsoir, Chédéric Carlos Sesso. Eh bien, j'ai également avec moi ce soir Steve Coton, juriste et internationaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous. Eh bien, à l'entame de ce sommet, aujourd'hui, à Marrakech, au Maroc, le roi Mohamed VI, Steve Coton, a dit que l'Afrique est la principale victime des conséquences des changements climatiques. Est-ce que ce n'est pas déjà une raison valable qui justifie la tenue de ce sommet? Non, au-delà de ce que l'Afrique est en quelque sorte la victime principale des changements climatiques, il faut resituer la COP22 dans son contexte. Pour dire quoi? Allez-y. Pour dire simplement que la COP21 a été une conférence historique. Historique en ce sens que depuis 1992, où on a connu des sommets c'est-à-dire les problématiques liées à la Terre, la planète Terre, c'est en 2015 qu'on a eu un accord contraignant. Mais non seulement qu'on a eu un accord contraignant que toutes les parties ont signé, mais les deux grands pollueurs de la planète que sont les États-Unis et la Chine ont ratifié, ont signé et ont ratifié cet accord. Donc, cela témoigne du caractère historique et symbolique de cet accord. Et pour ne pas traîner les pas, c'est-à-dire 2005, aller à la COP22, c'est aller décider de comment mettre en œuvre, en quelque sorte, l'accord de la COP21, qui, à mon avis, a deux éléments très, très significatifs. Lesquels? En ce sens que l'accord de Paris pose le principe de la justice climatique, un principe qui n'existait pas dans le droit international de l'environnement. Et après, l'accord contient un élément aussi capital que la réduction de la température mondiale à 1,5 points. Et donc, voilà en quelque sorte des éléments. Maintenant, comment mettre en œuvre ces éléments, d'où les États ont décidé de se retrouver à Marrakech, qui puisse être sur le continent africain, pour échanger, partager les solutions. C'est pour ça qu'il y a une forte participation, surtout des sociétés, des grandes multinationales, pour en quelque sorte repenser une économie à bas carbone. Donc, au-delà de ce que l'Afrique est la victime principale, que cela se passe sur le continent africain ou pas, il était nécessaire de se retrouver après l'accord historique de Paris. Et donc, maintenant, s'agissant de l'Afrique, je pense non seulement l'Afrique est la première victime, mais l'Afrique a la chance d'être encore l'un des continents les plus vierges encore qui existent. Donc, on peut freiner l'élan de réchauffement climatique en Afrique et on a la possibilité. C'est en cela que, parlant des thèmes comme le développement durable, cela conforte l'Afrique et cela conforte l'organisation de cette conférence sur le continent africain. Et cela est, je vais finir par là, cela est une chance pour le Maroc de redorer son blason, même si son blason n'a pas eu de problème, sur la scène internationale et pourquoi pas sur la scène africaine. Et puis 36 pays sur les 50 qui ressentent vraiment les conséquences des changements climatiques sont sur le continent africain. Steve Coton a bien fait de restituer le contexte, rappeler un peu de la COP 21 à la COP 22, mais c'est déjà un effort de se retrouver à Marrakech pour continuer les discussions, mais où se situe la nécessité de cette rencontre entre chefs d'État africains aujourd'hui à Marrakech? Ben, j'estime que la COP, ce qu'on a appelé la COP 22, qu'on a, je dirais, une fierté, qu'on appelle avec fierté la COP des nations ou encore la COP de l'Afrique,
J'estime qu'on se verse dans nous, Africains, dans de l'autosatisfaction béate parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'organiser une conférence des partis sur le climat, sur le continent pour juste se dire que, écoutez, c'est fini, on a gagné la bataille. La bataille n'est pas encore gagnée. On est peut-être sur la bonne ligne, sur la droite ligne de gagner cette bataille-là. Ce qui est à noter également, c'est que la COP 22, ce qui se passe, ce qui se déroule actuellement à Marrakech, oui, va permettre, comme l'a souligné M. Poton tout à l'heure, c'est certainement pour aller à comment est-ce qu'on va mettre en œuvre le caractère, je dirais, obligatoire des conclusions de l'accord de Paris sur le changement climatique, la COP 21. Donc, il y a nécessité aujourd'hui pour le continent de réfléchir davantage, réfléchir sur les moyens nécessaires qui doivent permettre au continent de bénéficier de ce qu'on est en train de planifier pour l'Afrique. Donc, il faut penser plutôt à ça. Il ne faut pas tout de suite se réjouir du fait que, écoutez, on a organisé une COP sur le continent. On est en train de vouloir aider le continent à surmonter les problèmes climatiques, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai qu'on est en train de créer une justice climatique? C'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien que l'accord de Paris soit, je dirais, son exécution soit obligatoire, qu'il a un caractère contraignant, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que les grands États pollueurs, avec, je dirais, sur un ton d'humeur d'un président comme Poutine, d'un président comme Trump et d'autres, ces présidents-là ne vont pas d'un jour à l'autre faire éclater cela. Vous avez parlé, on a souligné le caractère contraignant de l'accord de Paris qu'on est en train de vouloir mettre en exécution cette année à Marrakech. Est-ce que les années à venir, est-ce que c'est une conclusion à effet, je dirais, à long terme, voilà, à long terme. Est-ce que c'est à effet immédiat, c'est vrai, mais est-ce que aussi ce sera véritablement à long terme, pour ne pas subir les caprices de ces grands États pollueurs, ces États-là qui, l'Afrique, mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, l'Afrique c'est encore un continent vierge. L'Afrique n'a pas encore de grandes industries qui polluent. L'Afrique reste la partie de la planète où on peut encore espérer. Je crois que c'est ce qui a d'ailleurs amené la conscience, qui a ramené la conscience au niveau de ces chefs d'État des pays industrialisés, ceux qui polluent le plus la planète, à comprendre. Sinon, avant ça, avant Paris 2015, il y a eu d'autres sommets sur le changement climatique, il y a d'autres COP et ils ont compris depuis ce moment-là qu'on devait aller à la réduction de la production de gaz à effet de serre, mais ils n'ont pas voulu le faire. Et il a véritablement fallu que la couche d'ozone commence par se détruire réellement et qu'ils aient constaté eux-mêmes que ça ne va pas, puisque quand ça va se détériorer totalement, ça ne va pas échapper à leur pays aussi. Donc, ils ont compris maintenant le message véritablement. On l'a tout le temps rappelé. Et c'est les pays pollueurs, les pays les plus industrialisés qui sont donc pollueurs sur la planète Terre. Mais le président Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, l'a dit il y a moins de 24 heures que les pays occidentaux doivent aider l'Afrique à également s'industrialiser. Ils demandent, ils revendiquent pratiquement, ils exigent une aide de la part des pays occidentaux. Alors, je pense que je suis resté un peu sceptique par rapport à ces propos du président Ouattara, du président ivoirien. Pourquoi? Parce que si la COP, si le sommet de Copenhague en 2009 avait échoué, c'était par rapport à deux raisons fondamentales. La première raison, c'était que les États-Unis et la Chine n'ont pas trouvé un accord par rapport, par exemple, au taux de gaz à effet de serre qu'il faut mettre dans l'accord. Et deuxièmement, c'est qu'on n'a pas trouvé, les grandes puissances n'ont pas accordé les violons sur le financement qu'il faut accorder à l'Afrique dans ce volet-là. Et là où je me pose des questions, je me demande, c'est quand même un peu, je sais pas, je suis un peu pessimiste par rapport à cette approche-là. En ce sens que demander aux grandes puissances d'aider l'Afrique à lutter contre le réchauffement climatique, c'est comme si vous demandez à un ami, aux étrangers, de vous donner les moyens pour sauvegarder votre maison.
Je pense que... Du moment où ce sont ces pays, ces amis, pour emprunter vos expressions, qui sont les plus grands pollueurs? Oui, mais ils sont les plus grands pollueurs, mais ils n'ont pas la responsabilité de protéger l'Afrique. Ils n'ont pas la responsabilité de protéger, d'assurer la sécurité environnementale de l'Afrique. Et c'est là où nous pouvons partir. Mais bon, si ces États-là prennent l'engagement d'aider l'Afrique, et demain, ne le font pas, il faut les traduire devant quel tribunal? C'est ça en fait. C'est pourquoi il faut porter de réserve par rapport à ce qui se passe à Marrakech. C'est ça en fait l'enjeu. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? Nous savons aujourd'hui que dans le principe du développement durable, il y a un certain nombre de choses que l'Afrique peut facilement faire, comme l'énergie solaire. Nous avons du soleil à revendre, donc nous n'avons plus besoin, par exemple, nous pouvons faire, excusez-moi, des énergies propres. Est-ce que vous voyez? Ça, nous n'avons pas besoin, à mon avis, nous n'avons pas besoin qu'une aide financière soit prévue dans l'accord de Paris pour revenir à ça. Il y a d'autres programmes qui nous accompagnent par rapport à l'agriculture biologique, par exemple. L'agriculture biologique, par exemple. Donc, nous avons d'autres programmes qui nous accompagnent sur ces différentes, dans ces différents domaines et sur ces différents secteurs. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il faut convoquer les Africains à une bonne gouvernance climatique. La bonne gouvernance climatique signifie quoi? Signifie que dans le cadre, par exemple, pour le Bénin, dans le cadre du programme FCA, nous avons, dans le second compact, un grand financement pour l'énergie solaire. Nous devons utiliser cette énergie, ce programme, dans la production de l'énergie solaire de façon optimale, de façon à ce que même, au-delà de ce qui est prévu, que nous-mêmes nous apportions des compléments pour pouvoir aller loin, pour pouvoir peut-être commencer par faire de l'énergie électrique naturelle telle que nous le connaissons à travers les turbines à gaz, mais aussi à travers les barrages hydroélectriques. Pour y arriver, il faut quand même des moyens. Mais c'est ça, je dis qu'il y a déjà les moyens là. Et il faut une bonne gouvernance climatique. Ce que nous avons, il faut que nous gérions mieux ça. Et c'est ça la bonne gouvernance climatique. Sinon, ce n'est pas une question, je ne pense pas que ça soit une question de moyens. L'autre chose que je voudrais dire, c'est quoi, pour finir, c'est que on sait qu'à travers des contrats miniers, les contrats miniers qui sont signés en Afrique, ce ne sont pas des contrats qui sont signés par des Occidentaux, non. Ce sont des contrats qui sont signés par des grandes multinationales qui sont en face à des États africains. Et donc, nous ne pouvons pas demander aux autorités ou bien au gouvernement des pays riches ou bien des pays développés qui sont, par ricochet, des pays pollueurs, de venir rester à la place des gouvernants africains pour signer ces contrats face à leurs grandes multinationales. Autrement, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que dans la signature de ces accords, dans la signature de ces contrats d'État qui lient les grandes multinationales et les États africains dans l'exploitation minière, il faudrait que la sécurité environnementale soit une garantie avant la signature de ces accords. Alors, est-ce que c'est également votre avis, les moyens des pays africains en disposent déjà selon Steve Pouton? Non, je ne suis pas du tout, je ne partage pas ce point de vue et j'estime que l'Afrique en réalité devrait voir autrement la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai, je suis, enfin, sur le point de financement, je partage son point de vue, mais moi je trouve qu'il n'y a pas encore les moyens nécessaires pour l'Afrique, pour faire face à cela. Et puis, on ne devrait pas, normalement, préconiser pour l'Afrique d'aller forcément à de l'énergie renouvelable et autres, tel qu'on le dit. C'est vrai, ce sera bien pour le continent. Mais le problème fondamental, à mon niveau, qui se pose, c'est par rapport à la production excessive de gaz à effet de serre. Et ces puissances, aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte, effectivement, du péché qu'ils sont en train de commettre vis-à-vis de la planète. Et que, comme la planète ne connaît pas de limites, de frontières, tout ce qui va exister comme destruction va retomber véritablement, va jaillir aussi sur ces pays-là. Et c'est en cela qu'ils sont en train, aujourd'hui, qu'ils ont pu quand même accepter d'aller au caractère contraignant de l'accord de Paris pour pouvoir parler aujourd'hui de la signature de ratification de cet accord-là à Marrakech. Donc, il faut penser maintenant plutôt à comment ces États vont pouvoir aller de moins en moins à l'industrialisation de leur pays. Parce que le problème, c'est là, si ces États-là qui ont les moyens... Oui, l'Afrique aussi un obstacle pour l'Afrique aussi rêve.
M. Sessou, l'Afrique aussi rêve d'aller à une forte industrialisation et c'est ce qu'on veut empêcher en réalité quand on veut financer l'Afrique par ces dons-là. Lorsqu'on va financer l'Afrique, c'est pour permettre d'aller à autre chose que d'aller dans une industrialisation forte pour détruire davantage la planète. Donc ceux-là, ils sont en train en fait de détourner la politique d'industrialisation du continent africain pour ramener cela vers autre domaine qui sera porteur peut-être pour le continent et qui va aussi bénéficier à la planète. Donc je trouve que le financement, les 100 milliards qu'on veut offrir, je ne sais pas si c'est gracieusement au continent, cela ne suffit pas à mon avis pour pouvoir, parce que l'Afrique a bien plus besoin de cela, enfin a besoin de bien plus que de ça pour aller à son évolution, pour avoir davantage merci à vous, voilà. Cédric. Enfin, justement, à ce niveau aussi, pourtant, le fonds vert, finalement, est-ce que c'est une peine perdue? Non, ce n'est pas une peine perdue, mais c'est beaucoup plus qu'une illusion qu'une réalité. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que, rappelons que le sommet de Marrakech n'est pas le premier sommet dédié à l'environnement et qui est organisé sur le continent africain. Non. En 2011, les mêmes grandes puissances se sont retrouvées à Durban. Et c'était parce que l'Afrique était au cœur du réchauffement climatique. Pourquoi vous pensez que ceux qui n'ont pas pu faire à Durban en 2011, qui vont le faire aujourd'hui en 2016? Non, ce n'est pas possible. Et mieux, je le dirais beaucoup plus davantage que il y a certains pays aujourd'hui comme le Rwanda, quand même, qui sont des pays sans l'accord de Marrakech, arrive quand même ce n'est pas arrive quand même, qui sont des modèles de gouvernance verte. Kigali a été, je pense en 2015 mais en 2014, a été la ville verte, la ville la plus propre du monde. C'était en 2014, du monde. Ce n'est pas de l'Afrique. Et donc, c'était les 100 milliards dont on est en train de discuter aujourd'hui. Donc, pourquoi pensez-vous que ce que le Rwanda a fait, c'est que la Côte d'Ivoire ne peut pas le faire, le Ghana ne peut pas le faire, et que certains nombre de pays en Afrique ne peuvent pas le faire sans l'aide financière? C'est de ça qu'il s'agit. Si les Rwandais ont pu le faire, c'est que d'autres pays africains ont pu le faire. Mais cela passera forcément par ce qu'on peut appeler la bonne gouvernance climatique. Et vous l'avez dit, oui. Est-ce que finalement, cela voudra dire que vous partagez pleinement l'avis de Donald Trump, le président des États-Unis élu nouvellement? Non, je ne partage qui n'est pas du tout d'accord avec l'accord de Paris. Non, je ne partage pas son avis. Il ne faut pas qu'on confonde de quoi Donald Trump est le nouveau président élu. Il va prêter serment le 20 janvier. Son pays peut signer un accord, il peut dénoncer l'accord. C'est un principe simple du droit international. Et Dieu seul sait que tous les États en utilisent. D'ailleurs, hier, la Russie s'est retirée de la signature de la CPI, de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un principe simple du droit international qui autorise les États qui, même quand même avait donné son accord au préalable, peut se retirer. Et d'ailleurs, quand les États-Unis et la Chine n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto en 1997, ce qu'on a pu faire, ce n'était pas Donald Trump qui était au pouvoir. C'est pour ça je reviens au point de départ en disant la posture aujourd'hui de l'Afrique à travers la COP22 ou bien à travers le discours du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, c'est que nous imaginons que notre maison est en danger et nous attendons la charité des autres pour mettre nos maisons sur pied. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure posture. L'Afrique peut adopter une autre posture, une posture plus souverainiste, une posture plus conséquente par rapport aux intérêts africains. Merci. Environ, très rapidement, environ 5 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On va y aller très rapidement, aborder la deuxième partie. Pour certains, cette rencontre de ce mercredi est une opportunité pour le Maroc, à travers le roi Mohamed VI, pour mettre sur le tapis, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, sur le tapis, bien évidemment, la question de sa réintégration au sein de l'Union africaine. Votre avis? Oui, j'estime que ce sommet des chefs d'État africains qui participent à Marrakech 2016, c'est simplement une alternative pour le roi marocain de se repositionner, hein, de prendre beaucoup plus la confiance
voilà, la confiance de ses pairs qui participent à ce sommet pour pouvoir accepter sa réintégration au sein de l'Union africaine. Vous savez bien qu'il est parti de l'Union africaine compte tenu de différends qu'il y a avec 184 compte tenu de son problème avec la République arabe sahraouite démocratique qu'il réclame toujours. Jusque-là, il n'a pas encore renoncé à la réclamation de ce territoire-là, mais pourtant il a accepté, il s'est décidé aujourd'hui de revenir à la charge d'être à nouveau membre de l'Union africaine. Est-ce que cela voudra dire que quand il fera partie de l'Union africaine, que ce différend sera réglé? Je ne suis pas sûr. Est-ce que les pays aujourd'hui, les pays qui entre-temps l'avaient contraint à ne pas sortir de l'Union africaine et qu'il a fait malgré la volonté de ces pays-là de ne pas le voir partir, la plupart de ces pays aujourd'hui sont hostiles à sa réintégration parce qu'ils ont estimé que c'est se moquer de ces pays, c'est se moquer de l'institution continentale qu'est l'Union africaine. Donc il y a véritablement de quoi à jouer sur une forte diplomatie pour donner encore confiance aux autres pays. Il va donner confiance aux autres pays, qui ne va pas refaire la même chose si éventuellement on acceptait son adhésion à nouveau. Voilà, il a fait le tour de plusieurs pays il y a encore quelques semaines. Voilà une opportunité, plusieurs chefs d'État qui sont à Marrakech. Il ne va plus vraiment faire le tour de plusieurs pays. Ils sont déjà à Marrakech. C'est une opportunité. Est-ce que vous pensez que le Maroc a des chances pour vraiment atteindre son objectif? Non, au-delà de ce que le Maroc a des chances, quand même, le Maroc fait partie, si on va citer 5 pays leaders en Afrique. Le Maroc fait partie de ces 5 pays-là. Il ne faut pas oublier que le Maroc est le seul pays sur le continent africain qui a le statut d'observateur pour l'Union européenne. Mais non seulement ça, le Maroc en Afrique a pris le leadership de ce qu'on appelle dans le droit international du développement sud-sud, la coopération sud-sud. Et dans ce volet de la coopération sud-sud, malgré que le Maroc n'était pas dans l'Union africaine, ou bien malgré que le Maroc s'est retiré de l'Union africaine, je pense quand même, si on fait le point, le Maroc est le pays le plus actif en matière de la coopération sud-sud en Afrique. Et on a des résultats probants du Maroc, par exemple de l'assistance militaire à certains pays de l'Afrique, y compris même notre pays, le Bénin, où certains hauts cadres de l'armée, des officiers ou supérieurs se font former au Maroc. Il y a les bourses d'excellence marocaines où vous avez des étudiants béninois. Est-ce que cela voudra dire que l'entrée n'est plus... la réintégration n'est plus vraiment... Non, la réintégration ne saurait être un problème. Pourquoi? Parce que l'OUA et plus tard l'Union africaine, tous sont constitués par un acte international, c'est-à-dire un traité. Et vous adhérez à un traité comme vous pouvez en sortir. Et si le Maroc demande sa réintégration, il suffit de voir si le Maroc remplit les critères pour être État membre de l'Union africaine. Si le Maroc remplit les critères, je ne vois pas... Votre avis sur la question est vraiment perçu, vraiment plus assez de temps avant la fin de cette émission. Vous allez profiter pour dire votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est qu'il y ait une bonne gouvernance climatique en Afrique, et cette bonne gouvernance climatique doit être assurée par les États africains à travers les dirigeants. Je peux dire que je suis très fier de constater que le Bénin est en train de prendre un leadership un peu plus avancé, surtout en matière d'agriculture, à travers ce sommet. Et je suis sûr que ce serait une bonne opportunité pour notre pays, pourquoi pas. Oui, j'estime que l'Afrique doit beaucoup plus penser au fonctionnement de ce fonds vert qui est mis à sa disposition et qu'il y ait une bonne gestion, comme l'a dit M. Poton tout à l'heure. Il faudrait quand même qu'on puisse aller maintenant au développement réel et que les États, les grands États qui ont pu se rendre compte effectivement du péché qu'ils commettent à l'encontre du continent africain puissent aussi freiner un peu la production excessive du gaz à effet de serre pour ne plus contraindre le continent africain à subir le sort de ce qu'ils font aujourd'hui. Merci à vous, chers collègues Stanislas Sédar-Nanafin, également à vous, Steve Poton, juriste internationaliste. Merci pour la disponibilité, votre passage sur ce plateau consacré à l'actualité au Maroc, la COP 22
26 minutes, vraiment pas suffisant pour aborder le sujet dans tous ces angles, mais on a quand même fait le nécessaire. On prend rendez-vous pour vendredi prochain, pourquoi pas, à la faveur de la fin donc de la COP 22, revenir sur ces questions et aller un peu plus au-delà, en profondeur bien évidemment. Merci de nous avoir suivis, passez une très bonne soirée.